Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 4 février et voici les titres de ce journal. Dans l'actualité, d'abord, il y a le cas Epstein. La justice américaine a déclassifié de nombreux documents dans cette affaire. C'est notre grosse actualité de la semaine. Nous irons ensuite à Nice où des installations sportives ont vu le jour sur la promenade du Paillon. Autre actualité, la France tient enfin son budget ou encore une proposition du MEDEF qui est loin de faire l'unanimité. Bonne nouvelle aussi à l'international, le Français Tom Félix a été acquitté alors qu'il risquait la peine de mort en Malaisie. Zoom sur cette affaire. Enfin, dans la page sport, nous reviendrons sur les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France qui se sont déroulés hier soir. Retour aussi sur les résultats de nos Français au tournoi de Montpellier en tennis. Nous parlerons enfin des choix de Fabien Galtier pour l'entrée en liste du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Mais d'abord, la grosse actualité de la semaine nous emmène aux États-Unis. Vendredi 30 janvier, la justice américaine a lâché une bombe documentaire. 3 millions de pages issues de l'enquête sur Jeffrey Epstein, le pédocriminel de la jet-set internationale. Une déclassification massive imposée par le Congrès au nom de la transparence. Léa Canet. Depuis ces révélations, médias et journalistes du monde entier fouillent ces Epstein Files. Courriels, photos, vidéos, carnets d'adresses, témoignages de victimes. Et au fil des heures, les noms s'accumulent. Des chefs d'État, des milliardaires, des membres de familles royales, des stratèges politiques, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, le prince Andrew, Steve Bannon ou encore la future reine de Norvège, tous apparaissent à des degrés divers dans ces documents. Attention toutefois, apparaître dans ces fichiers ne signifie pas être coupable d'un crime. La justice américaine le rappelle. Pour beaucoup, aucun élément ne permet à ce stade d'engager des poursuites, mais le contenu est souvent jugé troublant, parfois embarrassant et politiquement explosif. Mais en France, une révélation retient particulièrement l'attention. Tout à fait. Les derniers documents déclassifiés confirment des liens étroits entre Jeffrey Epstein et Jack Lang, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et figure majeure de la vie culturelle française. Selon une enquête de Mediapart, Jack Lang reconnaît aujourd'hui, et je cite, « assume pleinement les liens qu'il entretenait avec Epstein. Il affirme cependant n'avoir jamais eu connaissance des crimes du financier américain. Si j'en avais été informé, j'aurais stoppé toute relation, assure-t-il. » Et que révèlent ces documents ? Les documents vont plus loin. Ils révèlent des relations financières structurées entre Epstein et la famille Lang. En 2016, une société offshore est créée aux îles Vierges britanniques destinée à promouvoir de jeunes artistes internationaux. Cette société était gérée par Caroline Lang, la fille de l'ancien ministre. Dîners, voyages privés, échanges réguliers, la relation dépassait le simple cadre professionnel. Mais là encore, aucune pièce judiciaire ne démontre une implication de la famille Lang dans les crimes sexuels d'Epstein. Conséquence immédiate, Caroline Lang a démissionné du syndicat des producteurs indépendants, un geste politique, symbolique face à la tempête médiatique. Ce que racontent vraiment les Epstein Files, ce n'est pas seulement un réseau criminel, c'est un système de pouvoir, de relations, d'influence où argent, prestige et impunité se croisent pendant des années, souvent sous les radars. La justice américaine n'a peut-être pas encore clos tous les chapitres judiciaires, mais une chose est sûre, le chapitre politique, médiatique et moral, lui, ne fait que commencer. Merci Léa pour ces éclaircissements sur cette sombre affaire. On passe maintenant à la page locale. Un violent orage stationnaire a frappé Antibes et Valoris hier soir. Les rues et les routes des deux communes ont été inondées. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreux axes ont été coupés. Une opération de déminage a eu lieu hier dans le centre-ville de Fréjus. Un mortier de la Seconde Guerre mondiale a été découvert. Un périmètre de sécurité a été installé dans le quartier de Villeneuve à Fréjus. Une équipe de démineurs de la police nationale s'est déplacée pour neutraliser la munition. Depuis le 18 octobre 2025, la seconde partie de la promenade du Paillon a ouvert ses portes. Surnommée la Coulée Verte, elle accueille de nombreuses infrastructures et parmi elles une salle de sport à ciel ouvert. De quoi ravir les Niçois, un reportage signé Marius Druard et Lisa Roel. Léonel fait 20 minutes de vélo pour venir faire un peu d'exercice. Ce père de famille de 64 ans met un point d'honneur à entretenir son métabolisme, un rythme de vie devenu une habitude. Je viens à peu près 2-3 fois par semaine, surtout le matin pour faire quelques 20 minutes, une demi-heure. Bon, je fais un peu de tout, mais bon, j'ai quelques appareils qui vont mieux avec mon état physique et voilà quoi. Une salle de sport en extérieur qui propose un accompagnement pédagogique en totale autonomie. Sur des panneaux, des QR codes sont mis à disposition. Il redirige les sportifs vers des vidéos explicatives pour chaque exercice. Si ça marche, c'est-à-dire front squat. J'aime bien parce que c'est en anglais aussi. C'est bien pour moi, pour apprendre, parce que moi aussi je ne connais pas tous les mots pour squat, leg, hip extender. Céline, professeure d'anglais à l'Institut Saint-Joseph, s'est laissée séduire le temps de sa pause déjeuner. J'ai découvert c'est
machine juste au hasard, complètement au hasard. Normalement, je fais que la course, mais c'est bien d'avoir quelque chose comme ça pour m'entraîner un peu. C'est propre, net et facile parce qu'il y a des petites affiches là pour montrer comment faire. Un lieu qui ne cesse d'attirer du monde. En moyenne, les Français font 4h12 de sport par semaine, une durée qui a quasiment doublé en 10 ans. Passons maintenant à la page nationale. 4 ans de prison, dont un ferme requis contre Marine Le Pen. Dans le procès en appel des assistants d'eurodéputés du Front National, le parquet a également réclamé 5 ans d'inéligibilité contre la chef de file du RN, une peine qui l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Marine Le Pen a été l'instigatrice, à la suite de son père, d'un système qui a permis, pour le compte du parti, de détourner 1,4 million d'euros, a déclaré l'avocat général. La décision de la Cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les réquisitions, est attendue d'ici cet été. Parlons emploi maintenant, et plus précisément jeunesse. Une proposition du MEDEF, le syndicat patronal, fait polémique. Il s'agit d'un CDI jeune, potentiellement payé sous le SMIC et plus facile à rompre. Une idée qui provoque une vive réaction des syndicats. Jules Cotalorda. Oui, ce contrat pourrait être rompu sans motif pendant les premières années, avec une indemnisation progressive selon l'ancienneté. Concrètement, cela reviendrait à faciliter les ruptures de contrat pour les jeunes salariés, notamment en début de parcours, avec une rémunération inférieure au SMIC. Le patronat explique vouloir lever la peur de l'embauche, en particulier pour les jeunes peu ou pas qualifiés, et s'inspire du modèle italien des contrats à droit progressif. Et en France, cette idée ravive de mauvais souvenirs. Oui, la CGT parle d'une véritable déclaration de guerre contre les jeunes travailleurs. Elle y voit un retour déguisé du CPE abandonné en 2006 après une forte mobilisation sociale. Le syndicat a annoncé refuser toute négociation sur ce type de dispositif. Même indignation du côté de l'UNEF, le syndicat étudiant, qui appelle déjà à une mobilisation contre ce qu'il considère une nouvelle précarisation de la jeunesse. Le MEDEF, lui, tente de justifier cette proposition. Oui, il met en avant l'urgence de la situation. 1,4 million de jeunes aujourd'hui sans emploi, sans études et sans formation, et plus de 19% de chômage chez les moins de 25 ans. Le gouvernement, de son côté, prend ses distances et assure que cette proposition n'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Jules. Une enseignante poignardée maintenant par un collégien, c'était hier à Sanary-sur-Mer. Un élève de 3e s'en est pris à sa professeure d'art plastique. Âgée de 60 ans, la victime est sortie du bloc opératoire. Son état est stable. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Après 4 mois de discussions intenses au Parlement, le projet de loi de finances pour 2026 a été définitivement adopté ce lundi à l'Assemblée nationale. Un vote arraché au forceps, au terme d'une séquence politique tendue, marquée par le recours au 49.3 et le rejet de 2 motions de censure. Le texte doit désormais être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation, Léa. On pourra dire que dès sa présentation, ce budget 2026 aura cristallisé toutes les critiques. À droite, il est jugé trop laxiste et insuffisamment rigoureux. À gauche, il est dénoncé comme un budget d'austérité déguisé. La vérité se situe sans doute entre les deux. L'exécutif affiche un objectif clair, ramener le déficit public à 5% du PIB en 2026 contre 5,4% en 2025. Une trajectoire moins ambitieuse qu'initialement prévue, revue à la hausse après les concessions accordées notamment au Parti socialiste. Pour la droite, cette inflexion alourdit encore une dette déjà massive, appelée à atteindre plus de 118% du PIB. Sur le front fiscal, le gouvernement a tenu à préserver les ménages. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu a été abandonné, les tranches seront indexées sur l'inflation et les retraités conservent leur abattement de 10%, un choix politique assumé destiné à éviter toute hausse d'impôts visible pour les classes moyennes. En contrepartie, ce sont les entreprises, et en particulier les grandes, qui sont davantage mises à contribution. La surtaxe sur les bénéfices des grands groupes est renforcée et la baisse annoncée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est finalement annulée. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, assure pourtant que la stabilité fiscale est préservée et que la quasi-totalité des entreprises ne verront aucun changement en 2026. Les choix budgétaires révèlent aussi les priorités de l'exécutif. Tout à fait. Les ministères régaliens sont clairement protégés avec une hausse spectaculaire des crédits de la défense et des budgets préservés pour l'intérieur et la justice. A l'inverse, plusieurs politiques publiques voient leurs moyens stagner ou reculer. La culture, l'écologie, le sport, la cohésion des territoires ou encore l'aide au développement font partie des secteurs les plus touchés. Une orientation vivement critiquée par la gauche, à l'image du président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui dénonce un désengagement de l'État sur des enjeux pourtant essentiels.
Sur le terrain social et écologique, le budget envoie des signaux contrastés. Le fonds vert, destiné à accompagner les collectivités locales dans la transition écologique, voit son enveloppe diminuer nettement, tout comme le plan France 2030. Dans le même temps, le dispositif MaPrimeRénov' est maintenu, ce que le gouvernement présente comme un effort de cohérence, mais que la gauche juge insuffisant face à l'ampleur des besoins. Pour obtenir l'adoption du texte, l'exécutif a néanmoins consenti plusieurs concessions sociales. Avec la prime d'activité qui augmentera en moyenne de 50 € par mois pour les travailleurs aux revenus modestes, les repas à 1 € seront généralisés pour les étudiants et des aides supplémentaires sont prévues pour les agriculteurs après des mois de colère dans le secteur, des mesures accueillies favorablement par la gauche réformiste mais jugées trop limitées par la gauche radicale. Le texte n'en reste pas moins explosif politiquement. La suppression annoncée de plus de 3000 postes d'enseignants, la restriction de l'usage du CPF pour financer le permis de conduire ou encore la hausse de certaines taxes administratives alimentent une contestation persistante. Au final, ce budget 2026 apparaît comme un budget de contraintes et de compromis, adopté sans véritable majorité et sous la pression des équilibres politiques. Un texte qui cherche à rassurer les partenaires européens et les marchés, tout en limitant les dégâts sociaux, mais qui laisse derrière lui un sentiment d'inachevé. Un budget qui, à force de vouloir ménager tous les camps, assume finalement un risque, celui de ne convaincre personne. Merci Léa. Place désormais à la page internationale. Ukrainiens, Russes et Américains se sont réunis aujourd'hui pour négocier la paix. Les pourparlers sont difficiles à mettre en place. De nouvelles frappes russes ont eu lieu hier, provoquant des coupures de chauffage et de courant, alors que les températures sont descendues à moins 20 degrés. Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Muammar Kadhafi, a été assassiné hier. Il était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. L'homme de 53 ans a longtemps été vu comme le successeur de son père avant la chute du régime libyen. Il a été tué par 4 hommes armés. Après plus de 900 jours passés dans les prisons malaisiennes, le Français Tom Félix a été acquitté. L'homme de 34 ans, détenu depuis août 2023, risquait pourtant la peine de mort pour trafic de drogue, mais retrouvera bientôt la liberté, Jules. Oui, c'est la fin d'un cauchemar judiciaire humain. Hier, la justice malaisienne a acquitté Tom Félix, faute de preuves suffisantes. À sa sortie du tribunal, ses parents le suivaient et sa mère parlait d'un énorme soulagement après des années de combat et de peur. Installé en Malaisie pour ouvrir un restaurant, Tom Félix avait été arrêté après la découverte de cannabis dans la maison où il logeait. Son associé malaisien avait reconnu être le seul responsable, mais les autorités l'avaient poursuivi malgré tout. Il encourait alors la peine de mort ou plus de 100 ans de prison. Il a donc passé plus de 2 ans dans des conditions très difficiles. Oui, une situation en détention extrêmement dure, surpopulation, absence d'intimité, grande souffrance physique et morale. Son avocat parlait d'un homme amaigri, désespéré, mais pendant ces 900 jours, Tom Félix n'a cessé de clamer son innocence. En parallèle, une mobilisation importante s'était organisée en France, des comités de soutien, une forte mobilisation, une forte médiatisation et même une intervention au plus haut niveau de l'État. Emmanuel Macron s'était personnellement impliqué avant de saluer hier une formidable nouvelle au sujet de cet acquittement. Et que va-t-il se passer désormais pour lui ? Alors Tom Félix a déjà été conduit au service de l'immigration après son acquittement. Il s'agit maintenant de régler des dernières démarches administratives. Il pourrait être maintenant libre dans les toutes prochaines heures. L'occasion de tourner la page d'un enfer qui aura duré plus de 2 ans et demi. Merci Jules. La Russie condamnée maintenant par la CEDH dans l'affaire Alexei Navalny. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné Moscou pour traitement inhumain et détention illégale de l'opposant au Kremlin. Navalny est mort en février 2024 dans une prison de l'Arctique russe. C'était l'essentiel de l'actualité mondiale. Il est l'heure de passer à la rubrique sport, présentée par Antoine Penet. Ce mercredi, dans l'actualité sportive, il y a les 8e de finale de la Coupe de France qui ont débuté hier soir, Antoine. Effectivement, Victorien, les premiers résultats sont tombés. Ils ont vu l'Olympique de Marseille battre le Stade Rennais 3-0 pour valider son ticket pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Et puis, autre rencontre qui avait lieu hier soir aussi, c'était le Stade de Reims face au Mans. 2 équipes de Ligue 2 qui sont en grande forme et qui ont gagné 33 et 30 points lors des 10 derniers matchs. Et finalement, c'est le Stade de Reims qui a écrasé le Mans, 3-0 également, même score que Marseille-Rennes, pour rejoindre également les quarts de finale. Et puis au programme, ce 4 février au soir, à 20h30, se déroulent les rencontres entre Toulouse et Amiens, Lorient et le Paris FC. Lyon défiera Laval, tandis que Nice accueillera Montpellier, avant un match électrique entre les Stacks de Troyes et Lens à 21h. Et on attend évidemment les scores de ces rencontres et les éventuelles surprises ou éliminations de clubs de Ligue 1.
pour dresser le plateau des quarts de finale. Après le football, place au rugby. Le 15 de France rencontre l'Irlande demain soir pour ouvrir le tournoi Destination. Effectivement, demain soir, jeudi à 21h10, ça peut paraître bizarre pour une ouverture d'un tournoi Destination, mais évidemment, ça a été choisi pour une bonne raison, et ce, pour maximiser l'exposition médiatique et lancer la compétition dans la meilleure dynamique possible pour les Bleus. Tenant du titre, après leur succès en 2025, Fabien Galtier a annoncé le 15 titulaire face à cette équipe d'Irlande. On le rappelle, la rencontre aura lieu demain soir à 21h10, parce que vendredi, à 21h, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Et évidemment, il ne faut pas diffuser ces deux événements colossaux en même temps. Antoine Dupont, pour l'équipe titulaire, est bien capitaine. De retour après une grave blessure au genou qu'il a tenu éloigné de l'équipe pendant plusieurs mois. Il retrouvera Mathieu Jalibert à la charnière en l'absence de Romain Ntamak. Devant, le pack est structuré autour de Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand et Dorian Aldeguerri en première ligne. Ce dernier remplaçant Winnie Antonio qui a pris sa retraite pour raison de santé. En deuxième ligne, Charles Olivon et Mickaël Guillard débuteront, tandis que la troisième ligne sera menée par Anthony Gelonge, François Cros et Oscar Gégou. L'arrière Thomas Ramos complète une ligne d'attaque où Teouati Sogbe évoluera à l'aile, aux côtés de Louis Bielbiaré, avec Yoram Moefana et Nicolas Deporter au centre. Et pour finir, direction Montpellier, où l'Open d'Occitanie bat son plein. Oui, effectivement, et côté français, il y a de quoi se réjouir quand même, Victorien. Arthur Fils, à 21 ans, a vécu un moment important. Il a remporté son premier match depuis août dernier, après une longue blessure au dos, en battant Valentin Royer en 3-7 assez disputés, 7-6, 6-7, 6-2, au bout d'un combat absolument fou. Autre performance notable chez les tricolores, celle de Hugo Humbert, meilleur français. Le Lorrain, tête de série numéro 5, a dominé Botic Van de Zandschloop en 2-7, 6-3, 6-4, pour atteindre aussi le tour suivant du tournoi. Il affrontera un autre français, Adrian Manarino, qui lui aussi s'est qualifié dans un choc qui s'annoncera comme un choc national plein d'intensité. A noter également la belle victoire de Titouan Drogui en qualification, à 24 ans, qui avait surpris Jan Schoenski en 2-7 pour se hisser dans le tableau final du tournoi. Malheureusement, ça vient de tomber. Moïse Kouamé s'est incliné en 3-7 pour son premier tour de l'Open d'Occitanie. Merci beaucoup Antoine. On passe maintenant à la météo. Et demain, une pluie modérée s'abattra sur la côte d'Azur. De la neige pourrait même tomber du côté de Saint-Étienne de Tinée. Le soleil pourra enfin faire son retour vendredi après-midi. Il fera jusqu'à 16 degrés à Menton et 17 à Nice et Antibes. Enfin, du mieux pour ce week-end, ça fait plaisir. Le temps s'annonce plus calme et sec, particulièrement dimanche avec des températures légèrement au-dessus des normales saisonnières. Samedi, le ciel verra alterner nuages et éclaircies. Il fera 13 degrés à Nice, Menton ou Antibes et encore 11 degrés à Grasse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez retrouver Club EDJ avec Enzo Puren et ses chroniqueurs. Pardon Enzo d'avoir écorché ton prénom. Je remercie l'ensemble des chroniqueurs, la régie et notre photographe. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau JT. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous.